Un grand merci à toute l'équipe du Musée d'art et d'histoire du judaïsme, vraiment, parce que dans les conditions actuelles, ce n'était pas gagné et on est très heureux d'être avec vous ce soir. Je vais présenter nos trois intervenants avant d'appeler Hélène Sixou. C'est pas tous les jours qu'on peut appeler Hélène Sixou et c'est une très grande joie. Christine Villeneuve, donc à ma gauche, qui co-dirige les éditions des femmes, chez lesquelles on peut lire combien de livres actuellement une vingtaine. Voilà. Donc vous trouverez les livres en librairie si vous les cherchez. Didier Lamaison à ma droite, traducteur, qui a traduit plusieurs textes, plusieurs romans de Clarice Lispector. Et je tiens à signaler ce coffret qui paraît ces jours-ci, enfin aujourd'hui même. Le 22 octobre, en avant-première aujourd'hui. Voilà, donc c'est la première apparition publique de ce volume pour fêter les 100 ans, donc avec La Passion selon GH et L'heure de l'étoile et un livret avec des manuscrits et des photos. Et enfin, Isabella Borges, qui est ici et qui est traductrice et essayiste, et notamment qui a travaillé sur un des auteurs brésiliens qui fut très influencé par Clarice Lispector, à savoir Sergio Santana. Et un petit détail, à ma droite, nous avons la chance d'avoir un académicien du Brésil, et c'est un honneur de l'avoir parmi nous. Alors nous... Pardon, Didier. Alors nous fêtons le centenaire de Clarice Lispector, qui, je le rappelle, était née le 10 décembre 1920, qui est décédée 57 ans plus tard et qui nous a laissé une œuvre qui compte maintenant parmi les très grandes écritures du XXe siècle et de l'histoire des femmes. Et je pense que c'est important de rappeler cette mémoire dans le moment aussi historique dans lequel on est, puisque le féminisme est vivant, le féminisme bouge. Ce qui me donne la joie d'appeler Hélène Sixou, dont on peut rappeler le livre de 1989 aux éditions des femmes Antoinette Fouque, L'heure de Clarice Lispector. Je voudrais simplement, je suis tombé sur cette phrase dans ce livre qui est magnifique, qui disait: Clarice Lispector, on a peine mais aussi joie à croire qu'elle ait pu exister tout près de nous hier, si loin en avant de nous. Ça donne beaucoup à réfléchir, c'est une phrase magnifique de Hélène Sixou. Alors on va essayer de l'appeler pour qu'elle nous raconte sa rencontre ou son lien avec l'écriture de Clarice Lispector pour ouvrir ce moment ensemble autour des 100 ans de Clarice. Oui. Oui. Bonjour Hélène Sixou. Bonjour. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Est-ce que on pourrait revenir sur votre lien personnel et d'écriture avec Clarice Lispector? Je viens de citer une phrase de votre livre L'heure de Clarice Lispector de 1989. Et aujourd'hui, en 2020, je pense que votre fidélité est intacte à cette œuvre. Oui. Alors, je vous raconte une histoire. J'avais 38 ans, il y a longtemps. Hein. J'avais des enfants, j'avais aimé, perdu des vies, trouvé des morts. J'avais écrit avec joie déjà 10 livres. Et en écriture, c'était vers l'année 75-76, je me sentais de plus en plus seule et inquiète. Que je me rendais compte que tous mes amis et qui m'accompagnaient, Montaigne, Derrida, Kafka, Freud, et 20 autres génies, ce n'étaient pas des femmes. Et je me dis, mais femmes, où êtes-vous? Voilà. J'attendais et je faisais, de même qu'en ce moment je suis une sorte de présence spectrale, je faisais le portrait de quelqu'un qui n'existait pas, et afin de peupler une sorte de désert. Et voilà qu'elle est apparue. Elle est apparue, elle m'a été accordée. J'ai hésité à le croire d'ailleurs. Et c'était comme une pluie d'or sur mon désert. Elle a plu, elle m'a plu. Alors, qui m'a fait apercevoir la pluie? C'était d'une part une chercheuse qui venait du Brésil, Regina Prado, et qui m'a dit: je veux faire une thèse sur Clarice Lispector. Moi, je n'avais jamais entendu parler, à part
entendre sonner ce mot qui est très beau, hein, Clarice Lispector. À part ça, j'ignorais tout. Et donc, elle m'a traduit quelques pages de Clarice Lispector pour que je sache que cette œuvre existait. Et au même moment, exactement, donc vous voyez qu'il y a toujours du destin, l'édition des Femmes ont publié un livre qui s'appelait Les Brésiliennes, et dans lequel il y avait quelques pages de Clarice Lispector, et que j'ai lu, et que j'ai lu, dans lequel je me suis baignée. Puis je me suis dit, où il y a un miracle, où c'est un accident, c'est-à-dire quelqu'un a écrit quelque chose de génial, accidentellement, 3 pages, c'est rien. Et c'était tout. Ça a commencé comme ça. Alors à partir de là, j'ai cherché à découvrir cette œuvre, avec l'aide justement à la fois de ma chercheuse, qui traduisait pour moi au fur et à mesure, et qui m'a initiée au brésilien, puisque je me suis mise à la lire en brésilien. Et à partir du moment où les éditions des femmes, avec Antoinette Fouque, ont commencé à tout reprendre et retraduire. Voilà. Ça, c'est le commencement de cette aventure qui, évidemment, ne peut pas se terminer parce qu'on ne peut pas ensuite abandonner ou oublier Kafka, Montaigne, Shakespeare ou Clarice Lispector, puisqu'elle est là. Elle est là parce qu'elle a une mondialité. Elle s'intéresse au monde. Elle porte le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le monde? C'est justement, elle pose toutes les questions. Et je veux dire qu'elle est unique, c'est-à-dire que son œuvre nous propose à tout moment des éclairs. Ce sont des faits, en réalité, ce sont des faits, des anecdotes, des accidents de la vie, des maintenant de vie, qui sont comme de brusques coups de phare et qui font apercevoir tout d'un coup les secrets de la vie même. Je dois dire qu'avec elle, on revient aux ignorances primordiales, c'est-à-dire on ne sait pas. Et ensuite, il faut faire un chemin. Et il faut faire un chemin à travers l'inconnu, à travers les ignorances qui sont bénies. Il faut faire un chemin dans le noir pour aller, alors, plus loin que moi, plus loin que toi, pour se défaire des artifices, des pseudo-savoirs. Et ça, ce sont des aventures minutieuses, qu'elle est très minutieuse, qu'elle nous entraîne à faire, qu'elle fait avec nous, parce qu'elle ne prétend pas savoir avant nous. Il s'agit de découvrir. Et je dois dire que ce qui est évidemment extraordinaire, qui fait qu'elle est unique, c'est sa capacité philosophique. Alors, évidemment, je ne voudrais pas abîmer son travail avec des mots qui ont l'air de viser haut, mais quand je dis philosophie, c'est vraiment l'amour je dirais pas d'un savoir, mais d'un non-savoir. L'amour d'un non-savoir. Et le besoin, le désir de dépasser ce non-savoir pour en faire quelque chose de totalement vivant. Alors là, elle est douée pour ça. Elle n'a pas d'ancêtre érudit. Elle découvre tout. Et puis, ce qu'elle apporte aussi à la littérature, et ça, je trouve que c'est absolument vital pour nous, c'est les secrets de la pauvreté. D'abord, elle fait venir dans son monde des personnes qui sont vraiment, qui appartiennent au monde de la pauvreté, soit que ce soit vraiment des misérables, ou ceux qui sont démunis par le temps, par la violence de l'existence ou des autres. Ça peut être des affamés, des vieilles, des fous, des folles, des mendiants. Elle nous fait rentrer dans l'univers, dans notre univers, par la porte de la poussière. Et puis, ce en quoi elle est pionnière, c'est dans sa façon de dépasser la frontière de l'humain. Là où on parle de comédie humaine, elle va nous emmener vers la comédie transhumaine. C'est-à-dire il y a tout, absolument tout ce qui est vivant. Et
et qui n'est pas humain. Que ce soit la rencontre fabuleuse entre une blatte et une femme, entre des enfants et les mères, entre des chiens et des chiens, elle nous emmène absolument partout, au-delà, toujours, et au-delà de ce que nous croyons savoir. Ça, c'est très important, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de grands auteurs qui aient exploré les minuties du tout petit. Un tout petit qui est la porte vers le plus grand. Hein. Et surtout, chaque fois, il s'agit, et c'est ce à quoi on nous invite, il s'agit d'apprentissage. Un apprentissage dont apprendre, si vous voulez, apprendre, c'est presque le contraire de comprendre. Comprendre, c'est vraiment absorber, avaler. Alors, il s'agit au contraire de ne pas comprendre, de renoncer à comprendre, de s'accorder de ne pas comprendre pour pouvoir commencer à approcher. Ça, c'est l'apprentissage. Et là-dessus, elle est aussi capable, alors la langue brésilienne, elle parle brésilien, elle a toujours dit qu'elle était brésilienne, qu'elle était un auteur brésilien. Le brésilien a ceci qui lui permet de travailler, c'est qu'il a une structure, une syntaxe, une grammaire latine, pour nous, et qui traite le sujet tout autrement qu'en français. Et qui permet aussi des glissements de genre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien quel est le genre ou quel est le sexe du sujet dans une phrase. Ça, c'est évidemment son talent poétique qui permet ça. Mais elle travaille aussi sur ce que c'est qu'un auteur. C'est-à-dire qu'elle lâche l'autorité complètement, par définition. Et elle nous fait savoir que chaque être, et chaque être chose d'ailleurs, a droit à son auteur. Et autrement dit, elle-même, elle est obligée de se démultiplier à l'infini en toute espèce d'auteurs nombreux, nécessaires, appelés par le sujet inconnu qui a besoin d'être approché délicatement. Et comment elle fait ça? Mais tout simplement parce que l'écriture permet tout. Et comme on le voit justement dans le texte que vous avez appelé, c'est-à-dire l'heure de l'étoile, pour s'approcher d'une pauvre misérable petite femme tellement maigre que c'est tout juste si elle existe, c'est un brin d'herbe. Il faut un auteur particulier et même pas une femme, parce qu'une femme serait, dit-elle, une femme serait peut-être amenée à avoir de la compassion, de la pitié, et c'est pas bon ça. Non. Il faut être dans le respect absolu et sans pitié de l'autre. Alors elle va chercher un auteur, et cet auteur, c'est un homme, je dirais, c'est une sorte d'homme. Il ne joue plus tellement au foot, il s'est parasé depuis plusieurs jours, il est usé, il n'est pas trop proche justement de ce pauvre petit être, et c'est seulement à cette condition qu'il y a rencontre, que l'étrangereté, que la nouveauté est préservée. Voilà, c'est une femme pensante. Et c'est une femme qui ne lâche pas la chance et la richesse d'être une femme, mais qui va au-delà, qui va de la femme à l'herbe ou à la blatte. Voilà. Et elle cherche. Elle cherche, et comme elle dit, à aller jusqu'à là où elle ne comprend rien, et il ne lui reste plus qu'à adorer. C'est magnifique d'ouvrir ce moment avec vous, Hélène Cixous. Vous avez dit un nombre de choses que j'ai notées sur mon papier pour les conserver précieusement. On vous remercie beaucoup. Vous pouvez continuer à nous écouter. Si vous voulez ajouter un mot, c'est encore possible. Et sinon, je passerai il faut que je demande la permission à mes chats. Parce que mes chats, ce sont des chattes. Et ce sont deux jumelles qui en fait me conduisent. Elles m'apprennent. Si Clarisse a pris d'une blatte, moi en ce moment ce sont mes chattes. Mais alors le problème c'est qu'elles veulent intervenir. Vous apprenez sans forcément les comprendre. À vrai dire, elles ne font que me surprendre. Eh bien, saluez les chattes de notre part.
Elle s'appelle Chaya et Isha, c'est-à-dire la femme avant le nom, et puis ensuite Chaya, la femme Ève. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors l'œuvre de Clarice Lispector, comme Hélène Cixous nous le disait, c'est une œuvre qui nous fait progresser dans le noir, qui nous fait apprendre, voir un peu mieux parfois. Mais avant de parler des textes en eux-mêmes, la question de la progression, du déplacement, du mouvement, cette question, elle s'est incarnée dans la vie de Clarice Lispector. Et je voudrais poser d'abord une question à Christine Villeneuve pour nous rappeler un petit peu ce que ça a été le contexte d'arrivée au Brésil de Clarice Lispector et sa vie en Europe avant, dans l'enfance, en Ukraine. Je lis parfois que la famille de Clarice Lispector a fui la guerre civile. Alors bien sûr, c'est le contexte de la guerre civile, mais quand même, c'est une famille qui fuit d'abord les pogroms et l'antisémitisme de l'époque. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de cette époque? Oui, bien sûr. Voilà. En fait, Clarice, pendant longtemps, on a su très très peu de choses sur la prime enfance de Clarice Lispector parce qu'elle n'aimait pas du tout en parler. Elle évoquait juste le fait qu'elle était née en Ukraine et qu'elle était arrivée avec sa famille au Brésil à l'âge de 2 mois. Elle se disait absolument, Hélène s'y souvient de le dire, brésilienne. C'était sa terre d'accueil, la terre qui avait accueilli sa famille, et le portugais, le brésilien, la première langue qu'elle a apprise. Les gens qui l'ont connue disent qu'elle avait conservé un petit accent, notamment sur la prononciation des R, qui donnait à sa langue une certaine étrangeté. On la prenait parfois pour une Française, ce à quoi elle répondait qu'elle était brésilienne, mais qu'elle avait la langue liée. Trace sans doute de ses origines européennes, une espèce de mémoire sans souvenir. On connaît aujourd'hui très bien maintenant les circonstances de sa naissance et de son arrivée grâce au travail de ses biographes, Benjamin Moser, dont nous avons publié la biographie en 2012, mais également au Brésil, d'autres biographes comme Nadia Gottlieb, son amie Olga Borelli, qui a vécu avec Clarisse à la fin de sa vie, et aussi grâce à sa sœur aînée, Elisa Lispector, qui est également écrivaine, moins connue, mais quand même écrivaine, et qui a écrit un texte sur l'histoire de cet exil qui s'appelle En exil et que Antoinette Fouque a publié, et traduit et publié en 1987 également, aux Éditions des Femmes. C'est une histoire absolument tragique, marquée du sceau de l'antisémitisme, comme vous l'avez dit, à l'aube du XXe siècle, et qui apporte un éclairage essentiel à la compréhension de son œuvre, et peut-être même encore plus à sa raison d'être au monde, qui s'est réalisée dans son écriture. Elle est née, Chaya Picassovna Lispector, à Tchétchénik, en Ukraine, le 10 décembre 1920, vous l'avez rappelé pour la date de naissance, alors que sa famille fuyait les pogroms qui sévissaient de plus en plus nombreux dans la région. Elle est la 3e fille de cette famille, d'une famille juive traditionnelle mais pas très pratiquante, dans une région qui a vu fleurir bon nombre de mystiques juifs et qui est aussi un berceau de l'hassidisme. Son père, Pinkas Lispector, avait épousé, selon la tradition, une femme plus riche que lui, Mania Krimgold, qui est la mère de Clarisse, pour se consacrer, comme ça se faisait, à l'étude de la Torah, mais il avait d'autres ambitions, notamment scientifiques, en mathématiques et physique. Et il n'a jamais pu les réaliser. Le chemin de l'université, tous les chemins, en fait, leur étant barrés parce qu'il était juif. Voilà. Quant à la mère de Clarisse, c'est Elisa Lispector qui en parle dans son livre, justement, En exil, la décrivant comme une femme indépendante, radieuse, d'une élégance naturelle et attentive aux autres. Les Lispector étaient des gens très pauvres, comme toutes les populations juives de cette région, sous la menace permanente des massacres. De nombreux pogroms avaient déjà eu lieu et dès 1909, une partie de la famille Lispector avait émigré en Argentine, puis à Recife, dont la sœur de Mania Lispector, la mère de Clarisse, juste avant la guerre de 14, où elle a épousé là-bas un de ses cousins. Et quand la guerre éclate, tous les chemins qui permettaient aux Juifs d'Europe de l'Est de partir, d'émigrer, via Hambourg ou les ports de Hollande vers l'Amérique, se ferment. Et des millions de personnes sont alors massacrées. Les pogroms s'intensifient dans les années suivantes et la famille Lispector n'y échappe pas. Le père de la mère de Clarisse a été ainsi assassiné après avoir essayé de sauver 4 jeunes juifs
lors du premier pogrom qui a suivi la révolution d'octobre en Russie. Dans sa biographie, Benjamin Moser, qui s'est rendu en Ukraine, sur les lieux où ont vécu les Lispector, rapporte qu'un jour, l'armée blanche est entrée dans la bourgade où vivait alors la famille Lispector, qui, je le rappelle, et c'est un peu trop long, on ne pourrait pas en parler, mais se déplaçait assez régulièrement justement pour fuir au fur et à mesure les pogroms. La mère de Clarisse cacha alors à ce moment-là des gens chez elle, notamment des femmes et des enfants. Et en se fondant sur le récit d'Elisa Lispector, Ben Moser avance l'hypothèse qu'elle aurait été violée par, ce jour-là par un groupe de soldats russes et que c'est à ce moment-là qu'elle aurait attrapé cette fameuse maladie, une syphilis, qui n'a pas pu être soignée compte tenu des circonstances sanitaires désastreuses de la guerre civile. Et Benjamin Moser affirme, c'est une affirmation qui est contestée, mais il le dit, que Clarisse aurait confié à une de ses amies les plus proches à la fin de sa vie que sa mère avait été violée, qu'elle le savait. Et il donne en référence pour cette affirmation quelque chose qui aurait été transmis par Claire Varin, qui est une autre spécialiste de Clarisse québécoise. Vous le connaissez peut-être. Alors, il y a des personnes qui contestent, qui disent que non, mais quoi qu'il en soit, le viol était un élément majeur du nettoyage ethnique de cette époque, enfin de tout nettoyage ethnique, et des milliers de femmes, de filles en furent victimes. Et selon une superstition en cours à cette époque, la syphilis chez une femme pouvait être guérie grâce à une grossesse. Et Clarisse aurait été ainsi conçue pour soigner, réparer sa mère d'une certaine manière, ce que conforte le choix de son prénom, Chaya, qui veut dire la vie en hébreu. Et elle-même, dans une chronique, que je vais vous en lire quelques extraits, c'est important, du 15 juin 68, elle écrit « Je parviens presque à me voir au berceau, je parviens presque à reproduire en moi la vague et pourtant pressante sensation d'avoir besoin d'appartenir. Pour des raisons que ni ma mère ni mon père ne pouvaient contrôler, je suis née et je me suis retrouvée seulement née. Pourtant, j'ai été préparée à être mise au monde de façon bien belle. Ma mère était déjà malade et selon une superstition très répandue, on croyait qu'avoir un enfant guérissait une femme d'une maladie. Alors j'ai délibérément procréé, avec amour et espoir, sauf que je n'ai pas guéri ma mère et je sens encore aujourd'hui le poids de cette faute. On m'a faite pour une mission délibérée et j'ai échoué. J'aurais voulu tout simplement un miracle, naître et guérir ma mère, alors oui, j'aurais appartenu à mon père et à ma mère. Donc voilà, c'est au cœur, enfin, on en reviendra sûrement, mais c'est un aspect qui est très important parce qu'elle a sublimé cette rupture prématurée de ce lien vital et même de sa destinée, de son destin presque inscrit dès sa conception à travers l'écriture pour y retrouver ce lien matriciel perdu. Alors, pour continuer sur la vie, en fait, après, Clarisse en fait, serait née alors que la famille Lispector était déjà sur les routes de l'exil, puisqu'elle est née à Tchétchénik, il ne vivait pas à Tchétchénik. Donc la famille rejoint Hambourg, embarque sur un bateau portant pavillon brésilien pour se retrouver à Maceió, où vivait une partie de la famille, la sœur de la mère. Et ils y resteront 3 ans. Alors c'est un tout petit endroit, enfin, peut-être qu'Isabelle aura l'occasion à l'époque. Et donc les prénoms sont brésilianisés, entre parenthèses, Pincas. Est-ce qu'on sait pourquoi le Brésil est choisi comme terre d'arrivée, d'accueil ? Alors c'est énorme, oui. Allô ? Oui, à l'époque, il y avait énormément l'immigration juive était bienvenue. Le Brésil a accueilli à l'époque énormément d'immigrants, surtout au nord, au nord-est, et puis plus au sud, les Japonais. Il y a eu énormément de vagues d'immigration à cette époque. C'était une terre d'accueil, ça l'est toujours. Oui. J'espère. Oui. Voilà. Donc les prénoms sont transformés. Pincas devient Pedro, Mania la mère Marietta, je sais pas comment on prononce, Elisa, en fait elle portait un autre prénom. Tania, la deuxième fille, reste Tania, et Chaya devient Clarisse. Donc la famille est dans la misère complète, elle a les plus grandes difficultés à vivre, à joindre les deux bouts. Le père, qui est un homme brillant, est en fait marchand ambulant. Et essaye de gagner un peu plus, enfin de conforter son revenu en donnant des cours d'hébreu. Et il a une ambition pour ses filles. Il veut absolument que ses filles soient éduquées. Il se dit qu'elles auront une meilleure vie que la sienne. Voilà. Donc il se sacrifie beaucoup. Il leur offre des cours de piano, ce qui peut paraître extravagant dans le contexte.
En fait, ce n'est pas en vain quand on voit ce que sont devenues les 3 filles d'Inspector. Au bout de 3 ans, la famille se déplace, s'installe à Récif, où vivait aussi dans le Nord-Est, donc une région très très pauvre, où vivait déjà une partie de leur famille. Et la santé, donc Clarisse a 5 ans, la santé de sa mère se dégrade, mais elle passe quand même, pour elle, Récif, c'est vraiment son enfance. Elle en parle d'une manière heureuse. Elle vivait dans un quartier habité par des juifs exilés, et au sein de cette diaspora, elle en parle de manière très, disons, une période heureuse de sa vie. Voilà. Elle inventait déjà des histoires. Elle dit qu'elle a commencé à écrire à l'âge de 7 ans. Elle le dit dans l'entretien qui est dans Paralysée et les races. Et en fait, elle commence à raconter l'histoire pour divertir sa mère, qui est paralysée, malade et paralysée. Et en fait, c'est en même temps une élève très vive, espiègle, mélancolique et gaie. Enfin, et elle avait effectivement, Hélène Sixou en a parlé, une relation très forte aux animaux. Mais les animaux dont elle parle, qui habitent toutes ces nouvelles, sont des animaux de la maison, en fait. Les poules, les chiens, les chats. Enfin bon. Et en fait, elle cherche toujours une approche plus instinctive et plus directe de la vie, qu'elle inscrit dans une cosmologie en fait, qui la dépasse et qu'elle convoque tout le temps en fait, dans tous ses écrits. Et en fait, les histoires qu'elle invente, c'est vraiment, elles ont toujours une conclusion miraculeuse, magique. L'idée, c'est providentiel, il faut que sa mère guérisse. Et donc, il faut absolument que la magie des mots puisse la sauver. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. La mère meurt en septembre 1930 et Clarisse va avoir 10 ans à ce moment-là. Et c'était une tragédie absolue parce que pour elle, c'est un échec, un traumatisme. Elle considère qu'elle n'a pas réussi à remplir sa mission. Et c'est vraiment de là que s'enracine son écriture, où dans son écriture, elle tente tout le temps un tissage voilà, dans le langage avec le matriciel, qu'elle a pu appeler autrement le noyau, le plasma, la chose, Dieu. En tout cas, ce qui est, ce qui existe ou ce qui est, elle parle de être, avant les mots. Avant les mots. Didier Lamaison. Je me propose d'en parler tout à l'heure. D'accord, bon, voilà. Donc voilà, je vais pas, on reparlera de tout ça. Et je pense que je voudrais dire, j'affirme que c'est une des raisons pour lesquelles Antoinette Fouque l'a rencontrée et l'a publiée. Et je vais citer juste pour finir sur cette partie de la petite enfance. Après, il y a son adolescence, etc. Je ne sais pas si on en parle tout de suite ou plus tard. Mais elle dit que Clarisse lui a apporté ce que la folie ne laisse pas entendre, et elle m'offre cela sous la forme d'œuvres d'art. De la boue de l'inconscient, elle a fait un diamant. Je retrouve dans La Passion selon GH l'écho de ma propre recherche, notre passion à vif. Dans ce livre, de même que dans Agua Viva, elle évoque l'utérus, la fonction matricielle, le vivant, ce qui est très rare dans un texte. Ce qui rejoint donc mes propres préoccupations, dit-elle. Elle dira d'ailleurs, Clarisse, elle parle de Clarisse, dans presque tous ses textes, que l'écriture est une gestation. Merci beaucoup. Et ce que vous dites me fait penser à une autre grande voix du XXe siècle, qui est Kafka. Le monde d'où vient Clarisse, c'est certes pas le même que Kafka, mais on dirait qu'il y a il y a un écho entre les deux œuvres, moi, qui m'a toujours intéressé. Enfin, je ne sais pas s'il y a des recherches en cours sur ça, sur la question des frontières de l'animalité, de l'humanité. Je fais juste une parenthèse sur ce sujet. C'est aussi une œuvre qui s'est déplacée, une vie qui s'est déplacée entre Europe et Brésil. Il faut savoir que Clarice Lispector revient en Europe dans les années 30. Dès les années, à un moment, il y a un voyage dans les années 30. Alors, en fait, 3 ans après la mort de sa mère, en 33-34, elle décide de devenir écrivaine. C'est-à-dire qu'elle assume, si vous voulez, le fait d'être... Donc à 13-14 ans. Voilà, c'est ça. Mais elle fait quand même, elle est d'abord plutôt branchée sur les mathématiques, comme son père. Et en fait, elle va s'inscrire... Enfin, la famille va partir s'installer à Rio. Là, ensuite, elle va entreprendre des études de droit. Je résume très vite parce que déjà, c'est tout à fait étonnant qu'elle arrive à l'université de droit, qui est un endroit très prestigieux de là où elle vient, à Rio. Et c'est là qu'elle va rencontrer son mari. Et ensuite, effectivement, lui, il est d'une famille de diplomates. Donc, en effet, il voyage. Mais il voyage plutôt à partir des années 40, moi, je dirais. Oui, en 43, il y a un voyage, en tout cas, dans l'Europe de la Seconde Guerre mondiale, en Italie, en Angleterre. Mais c'est aussi une œuvre qui, textuellement, se déplace. Et là, on peut
parlé des différents genres, des différentes formes d'écriture. Il y a les romans, les nouvelles que vous pouvez trouver en intégralité aux éditions des Femmes Antoinette Fouque, les chroniques. Il y a aussi l'épistolaire, puisqu'on a accès maintenant à la correspondance, et que c'est aussi une forme d'écriture. Et il y a aussi des livres dits pour jeunesse. Alors on sait bien que les livres pour enfants ne le sont pas forcément toujours, ou pas seulement. Et Didier Lamaison, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des différents, disons, comment on repère un peu le choix des différents genres que fait Clarice Lispector? Écoutez, genre ou forme d'écriture? Oui, j'avais prévu, de toute façon, j'avais prévu de le faire, mais comme c'est une question que j'aborde à propos de la traduction de Clarisse, parce que d'après moi, la difficulté, enfin, le choix des genres est aussi détermine également le choix de l'écriture. Et donc, j'en parle à propos de la traduction de Clarisse. Donc, je vais pour le moment éluder le problème. Vous nous réjouissez en éludant, mais si vous préférez parler tout de suite de la question de la traduction et de qu'est-ce que c'est de traduire Clarisse à travers ces différents genres et formes d'écriture différentes, ce serait formidable. Eh bien, si vous voulez, bien sûr, bien sûr. On bouleverse un petit peu l'ordre, mais ça fait rien. Alors, voilà. Excusez-moi, j'ai de graves problèmes de vision en ce moment, et je n'aime pas lire mes textes, mais enfin bref, la disposition est telle ici que je vais être obligé de lire pas mal. Donc voilà ce que je pensais dire sur la traduction. Clarice Lispector a une réputation d'écrivaine difficile, et à juste titre. Difficile à lire, difficile à comprendre. Or, vous vous imaginez bien que si la langue de départ est déjà difficile à comprendre, qu'est-ce qu'il en sera de la langue d'arrivée, pour peu qu'on se mêle de la traduire? Lorsque le lecteur brésilien je dis bien, est confronté aux limites de sa compréhension, il ne peut s'en prendre qu'à deux responsables, soit l'auteur, Clarisse, soit, s'il est conséquent, lui-même. Mais le lecteur français a le privilège de disposer d'un troisième chef d'imputation, la traduction, sur laquelle il lui est loisible et commode de reporter ses soupçons. Et il ne s'en prive pas. Lorsque Clarisse, en français, paraît illisible, gauche, déroutante, voire confuse, le premier coupable désigné, eh bien, c'est le maillon faible de la chaîne auteur, traducteur, lecteur. Celui qui ne bénéficie pas de l'autorité autorale, en sorte que les gaucheries stylistiques, surtout les gaucheries stylistiques, sont particulièrement redoutables. Qu'elles soient lexicales ou syntaxiques, elles sont toujours imputables au traducteur. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? On ne s'exprime pas ainsi. Qu'est-ce que c'est que ce traducteur qui ne connaît même pas son français? Nul ne songe à se demander si ces décalages, ces malaises, ces légères impropriétés, ces transgressions de l'usage ne se trouvent pas déjà dans l'original. Or, les gauchissements de l'usage qui vont jusqu'à l'utilisation parfois erratique de la ponctuation. Christine en sait quelque chose, hein? Eh bien, ces gauchissements de l'usage sont bel et bien l'une des marques constantes de la rhétorique de Clarisse, afin de maintenir sa plume et son lecteur en éveil. Mais la situation se complique. Dès lors que l'on sait
Clarisse, adepte du Stilmischung, c'est un concept cher à Erika Auerbach, c'est-à-dire le mélange des styles, le mélange des tons et des styles et des registres, qui s'inscrit chez Clarisse dans son tropisme pour le mélange des genres. Dans un même paragraphe, par exemple, il lui arrive de sauter de la langue vulgaire, quotidienne, à la langue abstraite, rigide, conceptuelle, puis à la langue poétique, lyrique, symbolique, pour finir par le genus grande, c'est-à-dire le genre sublime métaphysique. Désorienté, le lecteur français aura tôt fait de soupçonner des malversations de ce galeux de traducteur. Et le comble des difficultés est atteint lorsqu'on se représente que d'un livre à l'autre, le projet de Clarisse peut changer du tout au tout. Par exemple, La Passion selon G.H., on va en parler tout à l'heure, relate une expérience très particulière dans une écriture extrêmement rigoureuse, chirurgicale, en pleine convenance avec son propos. Au contraire, Agua vive, l'avant-dernier texte de Clarisse, évoque une exploration aux limites de la rationalité, dans une langue adaptée à ce voyage de découverte. En sorte que les règles de précision que le traducteur se sera donné pour traduire La Passion selon G.H. se trouveront invalidées pour faire passer en français la rhétorique lyrique et abstraite d'Agua viva. C'est donc Clarisse elle-même qui nous oblige à nous confronter à la sempiternelle aporie de la traduction du couple littéral-littéraire. La traduction à partir du mot opposée à la transposition à partir du sens, le souci de l'éthique, d'une part, ou celui de l'esthétique, pour Agua vive, d'autre part. On comprend que l'histoire mouvementée des tribulations de la traduction de Clarisse dure depuis 1954 et n'est pas près de s'achever. Merci beaucoup. J'en profite pour demander un peu à Isabella Borges ce que ça a été l'expérience de traduire les livres pour jeunesse de Clarisse. J'allais justement parler de ça. J'ai vu récemment, il y a un entretien que Clarisse a donné, qui a été filmé, où on lui demande comment est Clarisse quand elle écrit pour les adultes et comment est Clarisse quand elle parle aux enfants. Et c'est vrai qu'il ne cesse comme lectrice, je me sens un peu comme ça, et j'imagine qu'en tant que traducteur et traductrice, puisque c'est rien d'autre qu'un lecteur qui lit entre les lignes et qui plonge entre les phrases, je pense que dans les livres pour enfants, si est-ce qu'on peut dire que ce sont des livres pour enfants, Clarisse mène un dialogue vers l'extérieur. Voilà, et c'est ça qu'elle a dit. Quand elle écrit pour les adultes, elle écrit vers le plus intime d'elle-même, vers ce que Didier appelle assez brillamment vers son arrière, l'avant sa pensée. Moi, je dirais vers la source de sa pensée. Alors que quand elle se donne à l'exercice d'écrire pour les enfants, c'est un peu pour sauver ses enfants. C'est un peu comme pour sauver sa mère. Donc, il y a un exercice vers l'extérieur. Alors, elle danse, elle fait le traducteur danser au bord de l'abîme, bien sûr, parce qu'elle passe d'un registre à l'autre très rapidement. L'histoire pour enfants, les animaux parlent. Souvent, c'est la vie des animaux, notamment Ulysse, son chien. C'est Ulysse, le chien de Clarisse, qui est le personnage d'histoire qui raconte les histoires à Clarisse. Et donc, elle se permet en plus de casser la syntaxe d'une manière tout à fait troublante, puisque c'est un chien qui parle.
et puis des onomatopées, etc., qu'elle insère dans le texte. Mais c'est très plaisant, c'est-à-dire que je n'ai pas... Enfin, il y a toujours une bagarre hein, quand on est traducteur avec le texte, c'est toujours une lutte. Mais je n'ai pas senti la même... voilà, je pense que Clarisse, quand elle écrit pour les adultes, c'est comme un peu... C'est tout à fait ce qu'Hélène Seixou a dit. C'est que je ressens en tant que lectrice. C'est comme si elle portait une torche. C'est comme si ces mots allument une torche dans notre tête, non pas pour allumer l'extérieur, mais pour montrer l'origine de notre pensée. Ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est exactement ça que je ressens quand je la traduis aussi. J'essaye de savoir, enfin, c'est propre du traducteur et c'est mon péché mignon, les origines, la généalogie, etc. Mais c'est intéressant pour le traducteur de savoir d'où sort, d'où sort cette phrase en fait, pourquoi elle n'est pas sortie autrement, mais c'est ça qui me séduit en tout cas. On n'a pas parlé des sujets ou des histoires que raconte Clarisse. Est-ce qu'on arrive un peu à comprendre ce qui fait qu'elle choisit plutôt la forme romanesque, plutôt la forme de la nouvelle, plutôt même la chronique, une forme d'écriture, ou bien le livre pour enfants pour saisir tel ou tel sujet? Et Christine Villeneuve voulait ajouter un mot. Je voudrais dire quelque chose à propos des livres pour enfants de Clarisse, parce qu'en fait, elle a eu 2 fils. Et le second, Paolo, un jour lui a dit, il vivait à Washington à ce moment-là, pourquoi t'écris pour les adultes et pourquoi t'écris pas pour moi? Et c'est comme ça qu'elle a écrit ce premier conte, Le mystère du lapin pensant, que nous avons d'ailleurs édité aux éditions des femmes. Et ensuite, La vie intime de Laura, qui est l'histoire d'une poule. C'est dans les poules, enfin, bon, il y a des thèmes chez elle qui reviennent, les poules, les œufs, etc. Et, les poules, il y en a. Et voilà. Et donc, c'est chez elle, parce que c'est vrai qu'elle a été très étudiée dans les cercles universitaires, etc. Mais il y a quelque chose de lié à la vie, à sa vie. C'est-à-dire, elle part d'elle-même, de sa vie. Puis elle vient d'un monde, comme vous l'avez bien raconté, d'un monde non savant. Enfin, oui, et c'est de la vie, de sa vie dont elle parle tout le temps. Les animaux qui l'habitent sont des animaux qui ont vécu chez eux. L'histoire du singe, Elisabeth, c'est quelque chose. C'est à partir des observations quotidiennes qu'elle fait. Voilà. Et tout, en fait, tout à part des textes comme La Passion selon G.H. ou la Recherche. Bon, mais sinon, quand même. Son écriture est complètement habitée par ses observations, sa vie quotidienne, ce qu'elle ressent, enfin tout ça quoi. Oui. Donc c'est pas si abstrait que ça. Je voudrais le préciser parce que sinon on a l'impression quand même qu'on part. L'impression que j'ai, c'est que ça part d'un sujet très banal, comme retrouver La Passion selon G.H., retrouver un cafard. Presque mort dans le placard de sa femme de ménage, enfin de sa domicile qu'elle vient de virer d'ailleurs par ailleurs. Donc il y a toute une histoire avec la culpabilité. Ou l'écho de Kafka aussi que j'ai eu tout à l'heure. Voilà, donc elle part d'une chose très banale, c'est-à-dire que le lecteur se jette, puisque c'est banal, c'est quelque chose qu'il connaît, et tout d'un coup il est pris, il peut plus s'échapper, il est dans la trame, et là il le perd complètement. Je pense, enfin c'est une chose à laquelle j'ai toujours pensé en pensant à Clarice Lispector, mais pourquoi ne pas le dire en pensant aussi à Sergio, à Proust, à Sergio Santana, c'est qu'elle a une façon de casser la syntaxe, parce que la langue c'est quand même une structure interne à laquelle nous avons été forcés d'avoir, n'est-ce pas? C'est une prison, une langue maternelle, en quelque sorte. On a cette syntaxe, etc. Et en cassant de la manière qu'elle fait par le registre, mais aussi en cassant la syntaxe par des erreurs entre guillemets de ponctuation ou des glissades de ponctuation, elle casse en nous cette structure, ce qui permet au texte de rentrer ailleurs que dans des fils très préfigurés, si vous voyez ce que je veux dire. Ça nous amène aussi à évoquer quand même cette question de la traduction, du passage du Brésil à l'Europe, de l'arrivée des textes en France. Il faut bien se rendre compte que certains textes, par exemple, Près du cœur sauvage, c'est écrit en 1944, ça ne paraît en français qu'en 1981. Agua Viva, de 1973 à 1981, il y a un peu moins d'écart. Le Lustre, 44 en 90. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce décalage et comment aussi Clarisse est arrivée jusqu'à nous? C'est une part importante du catalogue aujourd'hui des éditions des femmes. Et comment Antoinette Fouque a, à l'époque, rencontré cette œuvre et peut-être aussi comment Clarisse Lispector a influencé en retour Antoinette Fouque et son combat. Oui, alors en fait, je vais vous citer, je crois que le mieux c'est
Elle dit, Antoinette Fouque, que la rencontre avec Clarice Lispector a été, entre guillemets, un hasard objectif, comme diraient les surréalistes, quelque chose d'improbable et d'absolument nécessaire. Elle a dit ça dans un entretien avec Ben Moser en 2012. Quelque chose devait se produire entre elle et nous, c'est pourquoi sans doute tant de personnes m'ont parlé d'elle. Et en fait, Clarice Lispector, elle est arrivée aux Éditions des Femmes par toute une histoire qui est liée en fait au mouvement de libération des femmes et à une chaîne de solidarité. En 73, je rappelle, parce que c'est très important, Antoinette Fouque, donc, qui a cofondé en 68 avec Monique Wittig et Josiane Chanel le mouvement de libération des femmes, lance les Éditions des Femmes, considérant qu'après avoir pris la parole, les femmes devaient prendre le stylo. Et dès le début, elle conçoit cette maison d'édition comme un lieu ouvert sur le monde, et travaillant à donner, je la cite, naissance à une écriture des femmes qui ne serait pas du semblant. Voilà, ça c'est bon. Et elle ouvre quasiment en même temps la première librairie des femmes à Paris, qui sera inaugurée le 30 mai 1974. Et à cette inauguration se rend Ruth Escobar, qui est donc une figure de proue du théâtre d'avant-garde au Brésil, elle habite São Paulo. Et il faut dire que le Brésil est sous dictature militaire et qu'il y a des femmes qui se réfugient en France ou font le pont entre le Brésil et la France. Et elle est présente et 20 ans après la mort de Clarice Lispector à ce moment-là. Non, on est avant sa mort. On est en 74. Hein. Elle est morte le 9 décembre 77. Elle est encore vivante. Et elle lui parle de Clarice Lispector et d'autres, notamment Nélida Pignone, qu'Antoinette Fouque aussi publiera plus tard. Et parce qu'elle parle des projets pour la maison d'édition, et elle évoque, Ruth Escobar, le fait que va se tenir à São Paulo en juillet, en 74, le premier salon du livre au Brésil, qui est alors encore sous dictature. Et alors Antoinette Fouque dit, ni une ni deux, on y va. On y va, et c'est la seule maison d'édition française représentée. Toutes les autres présentes, je veux dire, les autres maisons d'édition sont représentées par le syndicat national de l'édition. Le stand des éditions devient un stand où tous les gens d'opposition, les militantes, les démocrates résistants, etc., se viennent échanger, etc. Il y a même des rencontres qui se font un peu clandestinement à l'extérieur. Et là encore, tout le monde lui parle de Clarice Lispector et aussi de Nélida Pignone, mais ce sont des femmes qui vivent à Rio et pas à São Paulo, et donc Antoinette Fouque ne les rencontre pas à ce moment-là. Et quand elle rentre en France, elle se dit qu'il faut absolument faire un livre d'entretien avec toutes ces femmes qu'elle a rencontrées et d'autres dont on lui a parlé. C'est comme ça qu'est né ce livre Brasileiras, dont a parlé également Hélène Sixou, dont elle confie ce projet à Marie-Vonne Lapouge et Clélia Pisa. Donc ça, on est en 75. Et en même temps, Sylvie Durastanti, qui est une lectrice des éditions, parle à Antoinette Fouque d'un livre qui est sorti chez Gallimard, Le bâtisseur de ruines, en 70, traduit par Violante Docanto, qui est une très très grande traductrice, en lui disant c'est un livre extraordinaire, il faut découvrir cette autrice, etc. Voilà. Gallimard n'avait pas donné suite après Le bâtisseur. On n'a pas continué de traduire les textes de Clarice Lispector. Voilà. Et à ce moment-là, Clélia Pisa, pendant ce temps-là, est au Brésil pour interviewer les femmes du livre Brasileiras, dont Clarice Lispector. Clarice Lispector lui explique qu'elle cherche un éditeur en France pour pouvoir publier d'autres livres d'elle. Donc Clélia lui parle de la maison d'édition des femmes. Par ailleurs, Clarice, qui est amie avec Nélida Pignone depuis les années 60, lui demande aussi conseil. Elle a une agente qui est Carmen Balcells, qui vit à Barcelone et qui est une femme qui a fait passer la littérature d'Amérique latine et centrale en Europe en tant qu'agent littéraire des plus grands auteurs de ces pays. Et voilà, tout ça fait que Clarice Lispector arrive chez Antoinette Fouque, qui découvre cette écriture, on en a parlé, et qui décide, elle en est bouleversée en fait. Elle se rend compte que c'est quelqu'un d'absolument rare. Ce qui fait elle comprend que son écriture fait écho à ses propres recherches. J'en ai déjà parlé, mais c'est très important. Et elle prend la décision, en 1977, de publier toute son œuvre, alors qu'elle ne la connaît pas, en fait. Comment ça se passe? On fait un roman après l'autre, on choisit une part de l'œuvre? Et en fait, elle a commencé par La Passion selon GH, qui était en fait le 5e livre de Clarice, qui est sorti en 1963 au Brésil, mais que, voilà, elle commence par le traduire, parce que c'est un livre absolument incroyable, voilà, et dont elle y trouve beaucoup d'écho sur cette question du retour au matriciel. Et également Agua Viva, dont on a aussi parlé, qui sont vraiment des textes très travaillés de ce côté-là. Et finalement, alors ce qui est incroyable, c'est que Clarice Lispector est venue en France en 1977, mais elle était malade. Et en fait, elle est passée à la librairie des femmes pour rencontrer Antoinette Fouque, qui venait de publier Agua Viva aux éditions des femmes.
Et en fait, elle a été obligée d'écourter son voyage parce qu'elle était malade. Elle est repartie au Brésil et elle est morte le 9 décembre 1977, à la veille de son 57e anniversaire. Donc elles ne se sont jamais rencontrées, mais c'est quand même une immense rencontre. Voilà, qui s'est faite autrement que, voilà, que physiquement, je dirais peut-être même par télépathie, j'en sais rien, mais je voulais juste ajouter, on peut voir un peu plus tard, mais ce décalage entre publication au Brésil et publication en France est dû au fait aussi que la réception de l'œuvre de Clarisse n'a pas été tout à fait homogène dès le départ. Elle a évolué au fil de publication, au fil du temps. Et au fil de traduction, Clarisse a eu vraiment une grande renommée à partir des années 70-80, c'est-à-dire à partir du moment où elle a commencé à être traduite, étudiée, commentée, critiquée aussi de l'extérieur. Et je pense que, pour compléter ce que tu dis, Isabella, que ça vient du fait qu'elle a été publiée en France aussi. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'on connaît un peu la circulation en anglais? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut comprendre que dans la vie de Clarisse, il y a sa vie, elle a été mariée avec un diplomate, elle a beaucoup voyagé, rempli ses fonctions de femme de diplomate, même si ce n'est pas du tout ce qui l'intéressait. Et elle a divorcé en 1959. Bon. Et donc, à partir des années 60, si vous voulez, elle est devenue... elle rentre au Brésil à ce moment-là. Voilà. Et c'est là qu'elle a une carrière, je dirais, littéraire. Je peux en parler. Oui, voilà. J'ai un peu les dates. Je pense que Didier veut ajouter quelque chose. Non. Non, je pense que Pierre va me passer la parole sur la passion. Voilà, c'est ça. Donc, si on arrive aux années 60, je vais un peu sauter. Voilà, donc après le bâtisseur de ruines, donc la pomme dans le noir, dans l'obscurité. Oui, alors le bâtisseur de ruines, c'est un titre qui ne correspond pas du tout au titre brésilien. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont traduit comme ça, parce que le texte s'appelle La pomme dans le noir, ce qui n'est pas tellement plus... Oui, c'est une pomme dans l'obscurité. Si on peut faire un détour par la passion selon GH, comment ce roman s'intègre au reste de l'œuvre? Du coup, je parle un peu de la passion selon GH. Il est au cœur, il est absolument au cœur. Christine l'a dit, c'est son 7e roman, je crois. Cinquième. Il est absolument au cœur. Alors, je vais, pour la raison que ma traduction aux éditions des femmes sort aujourd'hui même, je l'ai découverte tout à l'heure, de la passion selon Géaga. Je pense qu'il est bienvenu peut-être de présenter ce livre en avant-première, et je vais en dire quelques mots. Ce livre commence par une épigraphe et Clarisse recourt assez parcimonieusement aux épigraphes. Celle de la passion selon Géaga attire d'autant plus notre attention que nous la retrouvons 2 fois citée dans ses chroniques. Dit-elle, cette citation m'est tombée par miracle dans les mains une fois mon livre écrit. L'auteur, ça n'a pas grande importance, on est un grand historien de l'art italien, Bernard Berenson. Et cette citation dit ceci: une vie complète est peut-être celle qui se termine par une identification si totale avec le non-moi qu'il ne reste aucun moi pour mourir. Je répète parce que c'est assez dur, hein, c'est court et c'est dur. Une vie complète est peut-être celle qui se termine par une identification si totale avec le non-moi qu'il ne reste aucun moi pour mourir. Alors, en quoi consistait ce miracle ? Eh bien, à l'évidence, en ce que cette citation lui parut couronner providentiellement le roman difficile qu'elle venait d'achever d'écrire. En résumant tout son propos, cette épigraphe permet à Clarisse d'énoncer son ambition délibérément métaphysique. C'est un combat entre la vie et la mort qui s'engage. Or, l'aliment de la mort, c'est le sujet en tant que siège du moi.
Il faut donc le soustraire à la mort. Affamer la mort en ne lui laissant qu'une nourriture indigeste, inassimilable, le non-moi. Il faut crucifier le moi. Le titre « La Passion selon G.H. » fait clairement référence au Nouveau Testament et à la Passion du Christ. Clarisse nous embarque donc pour un chemin de croix dont la victime immolée sera la subjectivité de la narratrice G.H. Alors, je résume ce chemin de croix rapidement. Lorsque le roman commence, G.H. a décidé, après le renvoi de sa domestique, la veille, de reprendre possession de son appartement en y faisant le ménage, qui consiste en des rangements, une organisation, un ordre imposé à son environnement, émanant de celui de son organisation intérieure propre. Elle y tient. Elle a conscience que son appartement doit être à l'image d'elle-même. Le sujet, donc, assujetti pour donner forme au chaos informe qui toujours menace, le désordre, créer du sens dans un monde de choses qui n'en a pas. Du reste, la narratrice, chez Aga, est elle-même sculptrice. Donner forme à la matière informe, c'était déjà pour elle une vocation artistique. Tout en exerçant son activité de sujet, donc domesticateur, elle apostrophe un inconnu qu'elle aime, mais qui ne sera jamais identifié au cours du roman. Dialogue intérieur à fonction fatigue, suscitant une attente qui, au cours du roman, fournira bien des ressources narratives et thématiques plus encore. Donc son premier souci de ménagère l'amène jusqu'à la chambre désertée la veille par sa domestique pour se la réapproprier. Et contrairement à son attente, elle la découvre propre, blanche, lumineuse dans la lumière du matin. Mais en ouvrant l'armoire, elle y aperçoit une blatte, insecte pour lequel elle éprouve une répulsion, une horreur archaïque. La peur l'envahit d'abord, mais un sentiment inconnu l'aide tout à coup à surmonter cette peur. Une pulsion de meurtre, je vais la tuer, à laquelle elle cède avec frénésie en refermant vivement la porte de l'armoire qui coince la blatte en l'écrasant. Hélas, la blatte immobilisée n'est pas morte. Ses antennes remuent, ses yeux fixent sa meurtrière. Une matière blanchâtre s'écoule lentement de ce corps. Nous en sommes alors au 8e chapitre, soit au tiers du roman. Un interminable face-à-face s'engage qui ne prendra fin qu'au chapitre 30, soit 20 pages avant la fin. Autrement dit, quelques 120 pages sont consacrées à la préparation, au pressentiment, à l'explication préalable, à la justification anticipée de l'acte énorme, insensé, épouvantable, auquel elle va finalement se livrer. 120 pages de montée au calvaire, où se déploie toute la thématique lispectorienne sur le vivant, la chose, le réel, le visible, l'extase, l'amour, la pensée, la mort, la transcendance, entre guillemets. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Il ne s'agit pas de n'importe quelle transcendance. Le langage, l'être et la notion omniprésente de neutre, qui n'est qu'un autre nom du non-moi, du non-self dont parlait Berenson. Neutre. Neutre. Oui, qui est poursuivi et atteint par la neutralisation du moi.
Au sein de ces longues méditations, le chapitre 14 évoque un souvenir qui, lui, n'est certes pas neutre, celui de l'avortement de GH, qu'elle avait décidé de subir jadis et qui, par le réveil de ses pulsions meurtrières, se rattache explicitement à l'agonie du cafard dans son plasma jauni. Dans le même temps, le lecteur y rattache l'interlocuteur silencieux auquel s'adressent ses aveux, bien que ce lien ne soit jamais explicité. Nous ne saurons vous dévoiler ici le Golgotha jusqu'où se hisse G. Aga, ni s'il est suivi ou non de la résurrection qui devrait avoir lieu 3 jours plus tard et qui aurait raison de la mort. Vous le saurez peut-être au dernier chapitre, le 33e, qui est le chiffre même des années vécues par le Christ. Voilà donc pour une présentation de G.A.G. Christine Villeneuve voulait rebondir sur la question Oui, parce que du je neutre. pense que quand on vous écoute, Didier, on entend agonie, blatte, une passion, la mort, une agonie. Et c'est sa mère, d'une certaine façon. Elle l'a vu agonie. C'est absolument. Enfin, pour moi, c'est vraiment de ça dont elle parle, de cette souffrance absolue, de ce désir, elle est en face. Enfin, pour moi, ce texte, c'est ça. Voilà. Donc, il a souvent été associé à quelque chose. Communion avec le matriciel aussi. Oui, Voilà. oui, bien sûr. Oui. Et tout le vocabulaire, vous parlez de plasma, enfin tout ça évoque évidemment le lieu de l'origine. Et d'ailleurs, quand vous parlez du neutre, sur la question de la sexuation, dans ce texte, c'est très fort. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas... C'est avant la sexuation. C'est-à-dire... Parce qu'elle parle de molécules. Enfin, on est vraiment dans quelque chose de très, très, très... je sais pas comment, dans la matière, enfin du vivant, de l'origine, du début. Le vivant même. Oui. Le vivant même. Donc on est au début du début. Oui, absolument. Et c'est avant la sexuation même. Totalement. Voilà. Donc c'est de ce. Enfin voilà, je voulais juste dire ça. Non, mais vous avez raison. Je voulais juste ajouter que le cafard est présent, la blatte. J'ai l'habitude de dire le cafard. C'est vrai que la blatte est féminin, abarat en portugais, alors que le cafard est masculin en français, donc il peut y avoir un jeu de ça. Il faut dire qu'au Brésil, les cafards peuvent faire 10 cm et qu'ils volent. Et voilà. Ici aussi, on en a. C'est vrai. Mais le cafard est présent partout. Il y a un grand texte, Comment tuer deux cafards. Elle s'y met 7 fois, je crois. 7 fois, elle essaye de tuer les cafards. Les cafards sont présents. Elle dit que ce sont les animaux non invités chez elle. Que normalement, chez elle, elle n'admet qu'il y ait des animaux invités, comme le singe de la maison à côté, mais qu'il y a des cafards. Elle explique aux enfants comment elle fait pour tuer les cafards. Elle plaint les cafards, souvent dans les livres pour enfants, parce qu'elle dit que pauvre animal, personne n'aime un cafard, sauf l'autre cafard. Enfin, le cafard est partout. Donc c'est vrai qu'il y a l'histoire de Kafka, bien sûr on pense à lui tout de suite, mais il y a aussi l'histoire de l'antenne de la race, il y a Hertha Pounds, et donc le cafard est le seul insecte qui résiste à la bombe nucléaire, comme les poètes. Enfin, tout va finir, mais la poésie va rester. Et donc il y a ce rapport aussi du poète et de cafard qui est repris d'ailleurs par Saint-Alain à un moment donné de manière assez brillante. Ça nous amène à la question de définir un peu mieux la pensée, on va dire. C'est une énorme question, mais si vous aviez un mot chacun à dire à peut-être des futurs lecteurs et lectrices, on espère nombreux et nombreuses de cette œuvre, comment on pourrait donner envie ou présenter cette œuvre sur la question de sa pensée à la fois esthétique, on a parlé des formes, des genres de textes, mais aussi ses positions éthiques, c'est-à-dire qu'il y a une vraie éthique de vie, de confrontation avec la mort. On a l'impression d'une œuvre extrêmement métaphysique et tortueuse, alors que pas du tout. On a bien dit que ça part uniquement. voilà, pas uniquement.
Qui veut dire un mot là-dessus? Moi, on n'a pas difficile. tellement parlé des genres, de tous ces genres, mais en fait, elle était journaliste aussi, ça on l'a pas dit. Oui, on l'a pas. Et elle écrivait des chroniques toutes les Chaque semaines samedi. dans un journal brésilien très connu, et tout le monde attendait ses chroniques. Et ces chroniques étaient tout à fait atypiques pour l'époque. Je veux dire, elle parlait de tout ce qui lui passait par la tête. Je veux dire, de choses très intimes à des choses qui peuvent paraître frivoles, puis sur des sujets plus politiques. Enfin, des observations qu'elle faisait. Et alors, elle ne respectait absolument aucune règle, c'est-à-dire que normalement, on vous donne un nombre de signes, etc. Elle s'en fichait complètement. Si elle avait envie d'écrire 4 lignes, elle écrivait 4 lignes. Si elle voulait en faire 50, elle en faisait 50. Et elle supportait absolument pas qu'on touche ses textes. Et toutes ces chroniques ont alimenté aussi ces romans, ces nouvelles, enfin des choses plus, disons, plus structurées ou plus organisées. Et on retrouve des motifs. Il y a des motifs, d'ailleurs c'était très très compliqué dans la mise au point des éditions qu'on a faites, je dois dire, que ça soit sur les nouvelles ou les chroniques, de savoir qui s'originait de quoi, quelle était la première version. Ah oui, c'est C'était un casse-tête absolument. Et je pense que tout n'est pas résolu d'ailleurs sur ce plan-là. Donc en fait, tout était matière de ces livres. Je ne sais pas comment dire. Elle n'avait pas de frontières et je crois qu'elle n'en voulait pas. Et ça, c'est vraiment ce qui habite son écriture. Alors, il faut aussi dire elle a un rapport au tragique, à la souffrance absolument, et à la vérité intérieure. Je crois que ça, c'est très, très fort chez elle. Mais il y a aussi chez elle beaucoup d'humour. Elle est très caustique, quoi. Et donc, la lire, si vous voulez, on passe du rire aux larmes. Satirique, hein. Oui. Il y a des moments de satire extraordinaires, hein, très, très drôles. Et il y a aussi des textes très oniriques. Alors, par exemple, son fils, Paolo, quand on lui demande quelles sont les 2 nouvelles, parce que c'est une très grande nouvelliste, elle a finalement pas écrit beaucoup de romans. Je ne sais même pas si on peut dire que La Passion selon G.H. c'est un roman. Enfin bon. Mais le roman est quand même oui. bon. Pour elle, le genre noble au départ. Hein, Près du cœur sauvage, c'est délibérément un roman et la suite aussi. Hein. Mais en fait, elle a beaucoup écrit de nouvelles elle excelle absolument. C'est vertigineux. Ces nouvelles, il faut les lire, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Et son fils, par exemple, dit qu'il y a 2 textes pour lui qui représentent absolument sa mère. Ces 2 nouvelles, c'est Reste de carnaval, qui est l'histoire d'une petite fille à Recife qui va à son premier carnaval costumée en rose. Et elle est toute gaie, elle va au bal et tout ça. Et sur le trajet, elle apprend que sa mère va très très mal et qu'il faut qu'elle court à la pharmacie lui chercher des médicaments d'urgence. Et c'est poignant, quoi. Et elle se retrouve dans cette pharmacie avec son costume rose. Voilà. Ça, c'est la première nouvelle. Et là, on voit très bien de quoi il est question. Et la deuxième, c'est Bain de mer, dont je recommande la lecture absolument, hein, si vous ne connaissez pas. C'est un texte d'un onirisme et d'une femme magnifique, qui est un rituel de leur père, du père de Clarisse, qui emmenait chaque année à une date déterminée ces 3 filles prendre un bain de mer à Olinda aux heures les plus fraîches du matin, dans d'une eau glacée. Parce que pour lui, c'était un rite de purification, mais au sens de santé, c'est-à-dire de les protéger de la maladie, etc. Et pour lui, ces 2 nouvelles reflètent absolument sa mère. Donc je pense que, bon, voilà. Moi, je recommande tous les textes de Clarisse. On a parlé de La Passion, qui est un texte, effectivement, peut-être un des plus difficiles, peut-être d'accès, enfin, qui est très, très déconcertant. Mais si vous voulez découvrir Clarisse, commencez par ses nouvelles, par exemple. J'allais dire qu'après, justement, ce non-moi retrouvé, ce non-moi-là, qu'elle a réussi à atteindre dans La Passion selon G.H., elle arrive quand même à l'ère de l'étoile, où, en quelque sorte, c'est une renaissance de, j'ose dire, de Clarisse dans Maccabée, parce que même si elle n'a pas vécu, Clarisse n'a pas eu tout à fait cette vie, surtout à cause du mariage, etc., mais c'est quand même une jeune femme frêle, très sensible, qui arrive du nord-est, non pas de Recife, mais de Pernambouc à côté, enfin de l'État. Cette attention aux petits dont parlait tout à l'heure Hélène Sixot, oui. Cette attention aux petits. Maccabée, oui. C'est vraiment... Oui, c'est ça. Et aussi, il y a des phrases dans l'ère de l'étoile, comment être exclue de l'intérieur. Donc Maccabée devait se retrouver parmi les siens, puisqu'elle est brésilienne, et en fait, elle est totalement étrangère à cette genre de la ville, etc. Alors, je voulais juste lire un petit passage, si je peux me permettre, pour répondre à votre question sur Clarisse. Je pense que Clarisse se réinvente à chaque instant.
On la retrouve, bien entendu, comme on retrouve une amie qu'on connaît bien. Donc c'est normal de se retrouver dans ces mots, mais elle est, comme Didier l'a évoqué, à chaque livre, il y a du nouveau, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle était d'abord peu accueillie, après un peu accueillie, et après ovationnée en tant qu'écrivaine au Brésil, parce qu'elle a su se transformer, elle a su aussi un peu se mettre à l'écart de la génération de 45, donc parmi laquelle elle était mise, avec des thématiques innovatrices, avec une écriture féminine différente. Donc je voulais juste vous lire un très court passage de La pomme dans l'obscurité, qui a été traduit comme bâtisseur de ruines. Donc Clarisse écrit: pour chaque homme existe probablement un certain moment non identifiable où il fait plus que flairer, où l'illusion est tellement plus grande qu'il atteint l'ultime véracité du rêve, où les pierres ouvrent leur cœur de pierre, et les bêtes ouvrent leurs secrets de chair, et les hommes ne sont plus les autres, ils sont nous. Et le monde est un éclair que l'on connaît comme si on l'avait rêvé. Pour chaque homme, il y a ce moment non identifiable où il accepte d'être la monstrueuse patience de Dieu. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire un mot? On a parlé de la réception en France et de la traduction, mais vous venez un peu de le mentionner. Comment elle a été lue et comment elle est lue encore aujourd'hui au Brésil, Clarice Lispector? Je vous laisse la parole, Isabelle. Simplement, je voulais répondre à votre question. Vous disiez comment vous présenteriez, pour ma part, et je vais le justifier tout à l'heure, je ferai comme Hélène Cixous. Souvenez-vous, tout à l'heure, ses premiers mots ont été Clarice Lispector est une philosophe. C'est pour répondre. Mais sinon, allez-y, continuez. Merci. Parce qu'il y a cette histoire à passer. Oui, j'ai préparé un petit peu, mais je vais dire beaucoup plus vite. Donc, Clarisse publie le premier livre de Clarisse. Elle a 23 ans, hein, c'est Près du cœur sauvage, est publié alors qu'elle a 23 ans. Et il est reçu au Brésil, du moins elle habite en Suisse. Et il est reçu avec beaucoup d'étonnement. Bon, la critique est très partagée, parfois même hostile. Il y a des amis intellectuels comme le poète Leduivo, le grand poète qui a écrit quelques jours après l'apparition de Cœur sauvage, que ce roman est la plus grande nouvelle jamais écrite par une femme en portugais. Or, on sait qu'on a quand même une tradition d'écrivaine portugaise, donc de langue portugaise, bien avant Clarisse. Georges de Lima, qui était le plus important journaliste et critique littéraire de l'époque, déclare dans sa chronique de 1er novembre 1944 que Clarisse avait changé le centre de gravité autour duquel les romans brésiliens tournaient depuis les 20 ans. Donc, voilà. Mais Clarisse écrivaine... Voilà, après, il y a la publication du Lustre en 1946, tout de suite après le premier livre. Bon, le Lustre n'a été absolument pas bien reçu au Brésil, au contraire, il a choqué. Peut-être la relation incestueuse de la protagoniste Virginia avec son frère et la perversité avec laquelle son frère Daniel utilisait le pouvoir a choqué. Dans un Brésil des années 50 où on était en fait, les femmes vivaient une condition un peu de femmes du 19e siècle, il faut le dire, on ne travaillait pas, enfin voilà. Mais c'est qu'à partir des années 60, quand elle rentre au Brésil et qu'elle est divorcée, que Clarisse décide de se consacrer totalement à l'écriture. Donc, elle publie Lien de famille en 60, La pomme dans l'obscurité, Le bâtisseur de ruines en 61. Ensuite, elle a publié tellement de choses tout de suite. Est-ce qu'on la lit beaucoup encore aujourd'hui au Brésil? Voilà, donc je vais arriver aujourd'hui. J'arrive en fait à la publication, si vous voulez, du Bonheur clandestin en 71 et d'Agua Viva en 73. 74, Où étais-tu pendant la nuit? La vie intime de Laura, jeunesse. 74, Via Crucis, qui à mon avis a un grand rapport avec GH. En 77, 20, finalement, l'ère de l'étoile. Et là, tout bascule au Brésil. L'ère de l'étoile rentre très rapidement dans le programme de l'éducation nationale brésilienne, est étudiée. Clarisse commence donc à être traduite notamment en français, mais aussi dans d'autres langues.
Et là, elle atteint vraiment une renommée. Elle est adaptée au cinéma. Elle participe d'une adaptation au théâtre aussi. Enfin, elle est présente. De nos jours, Clarisse est lue, adorée par énormément de lecteurs. Je pense que 2 de 3 lecteurs disent que Clarisse est leur écrivaine préférée. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, elle n'est pas assez lue, elle n'est jamais assez lue. Je pense, et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, qu'à partir de l'heure de l'étoile, le lecteur brésilien perçoit chez Clarisse, et les lecteurs et les chercheurs brésiliens d'ailleurs perçoivent chez Clarisse une préoccupation sociale. Or, cette préoccupation, en fait, elle a toujours été dans l'œuvre de Clarisse. Et je voulais juste vous lire très rapidement ce que Clarisse a dit. Clarisse était dans un colloque en 1973 au Texas, autour de l'avant-garde brésilienne. Et on lui demande si elle est une écrivain d'avant-garde. Si elle pense qu'elle est une écrivain d'avant-garde, c'est à François qui a consigné les mots de Clarisse. On peut les trouver. Elle répond, donc je cite, « Le concept d'avant-garde au Brésil ne peut être comparable à celui en vigueur en Europe ou aux États-Unis, où l'avant-garde est une notion étroitement liée à la forme. » Et on sait combien elle se soucie de la forme. Au contraire, dans un pays comme le nôtre, à infrastructure sous-développée, tout projet d'avant-garde, c'est-à-dire optant pour un renouveau, doit d'abord passer par une prise de conscience du contexte social, de notre réalité frontale et débordante. Donc, pour revenir, elle est très lue au Brésil, elle est très étudiée, très appréciée. Il y a beaucoup de choses de Clarisse qu'on ne connaît pas encore. Par exemple, sa peinture. Est-ce qu'il y a des textes qui nous manquent en français ou qui ne sont pas édités Oui, enfin, il y a tout un travail de recherche en fait en cours en même temps au Brésil. C'est vrai que c'est important de dire qu'elle est peignée. Alors là, il y a tout un travail qui a été fait autour de sa correspondance. Et sa correspondance, elle est énorme en fait parce qu'il y a celle qui a été publiée. Il faut savoir que son fils, pendant longtemps, enfin disons sa famille, n'avait pas très envie que tout soit publié pour des tas de raisons, l'histoire de son divorce, etc. Donc il y a eu une espèce de rétention autour de sa correspondance. Et en même temps, depuis qu'il y a la biographie de Ben Moser, lui-même était très intéressé par le fait, parce que comme elle a beaucoup voyagé, elle a beaucoup écrit des lettres. Voilà, parce qu'elle était en Europe et en fait, elle avait envie d'être au Brésil. Elle a beaucoup écrit à ses sœurs, mais pas seulement. Elle écrivait tout le temps. Tout le temps. Et elle avait des correspondances très suivies avec des très grands écrivains, éditeurs, etc. Enfin, on n'en a pas parlé, mais il y aurait trop de choses à dire. Donc, c'est tout cette. Donc là, c'est la prochaine étape. En fait, on pourrait dire après de publication. Et puis ensuite, je pense qu'il y a encore... Je voulais juste finir sur la peinture parce que c'est une chose... j'ai vu, on était chez Parlo, donc j'ai vu ces tableaux pour la première fois. Je connaissais que les reproductions, c'est qu'elle est une fine coloriste. Et je ne serais pas étonnée d'ici quelques temps, on fasse une petite comparaison entre les couleurs utilisées par Clarisse, elle n'utilisait pas beaucoup de couleurs, et les couleurs de Chaim Soutine, qui est un autre grand artiste d'origine juive. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup... C'est un trésor inépuisable, Clarisse Lispector. C'est vraiment un trésor. Il y a aussi beaucoup de choses sur sa vie qui ne sont pas encore dites, je pense. Un dernier mot, Didier Lamaison, sur ce qui nous reste à connaître ou à faire avec Clarisse Lispector. Eh bien, moi, j'aurais aimé parler d'un petit peu de la pensée de Clarisse, justement, puisque... Conclure. Oui, parce que puisque Hélène Sixou nous y a introduit, nous avons dit que la grande passion de GH consistait en une neutralisation du moi, une volonté de dépersonnalisation, d'immolation et de court-circuitage de la subjectivité, au moyen d'un effort que Clarisse nomme ce que nous avons tout à l'heure identifié comme une transcendance. Le concept est omniprésent dans ce roman et peut prêter à de graves malentendus. La métaphysique classique désigne par transcendance un processus de dépassement du monde réel au-delà, méta, des données naturelles, ta physica, vers un autre monde. Or, la transcendance à laquelle aspire GH ne se situe pas du tout au-delà du monde réel, mais en deçà
mais en deçà, et le monde auquel elle donne accès ne se situe pas ailleurs, mais bel et bien ici et maintenant. C'est un monde neutre, affranchi de toutes les impuretés, de tous les parasites, de tous les brouillages, de toutes les interférences de la conscience, de la raison, des sentiments, des jugements, des habitudes et surtout des mots qui, selon ses propres dires, incorporent abusivement tout ce qu'il nomme. Or, qu'y a-t-il en deçà de tout cela? Qu'y a-t-il en deçà, atrás du pensamento, derrière la pensée, ce qui fut le titre qu'elle avait voulu donner à Agua Viva? On a répondu commodément l'inconscient. Rien n'est plus étranger à la quête de Clarisse que la psychologie, fût-elle celle des profondeurs. Dès le chapitre 2 de La Passion, elle déclare « La psychologie ne m'a jamais intéressée, la psychologie m'agace ». Elle répète ça dans bien d'autres endroits. Du reste, elle rendit fou son psychanalyste qui finit par refuser de la recevoir. Oublions également les amateurs de tables tournantes, persuadés que Clarisse était acquise à l'occultisme, sous prétexte qu'il lui était arrivé de consulter des voyantes. Ben oui. Pour eux, tout ce qui est atrás, derrière, relève nécessairement de l'ésotérisme. Soyons sérieux. Qu'y a-t-il donc en deçà de cette blatte avec laquelle GH s'impose un face-à-face obnubilé? Il y a ce vivant qu'est la blatte, son être propre qui échappe à toute appréhension sommaire, irraisonnée, commandée par la peur, par le réflexe d'hygiène, par sa laideur, la laideur de la blatte, par les souvenirs et les anecdotes qui s'y attachent, par les superstitions et par les mythes ancestraux qu'elle véhicule. Car les mythes sont sans doute les principaux fauteurs de notre cécité. Les mythes, c'est-à-dire le langage. On ne s'étonnera pas de la réputation d'écrivaine difficile imposée à celle qui, au moyen des mots, voulait dénoncer leur pouvoir, obérant l'accès au réel. Bref, que reste-t-il de la blatte une fois délestée de toute cette gangue? Réponse. La blatte, dans le surgissement de sa présence pure, c'est-à-dire le phénomène qu'elle représente, qu'elle est, c'est-à-dire aussi bien son être même. Pour découvrir le réel et nous offrir sa découverte, Clarisse se soumet à une ascèse qu'il faut décidément nommer philosophique et plus particulièrement phénoménologique. Clarisse est nativement phénoménologue et peu importe sa culture et ses lectures, comme le disait tout à l'heure Hélène Cixous. Dès 1989, Hélène Cixous écrivait, alors là j'avais prévu, mais bon... On doit bientôt terminer, voilà. Donc il y a tellement de choses à dire encore de Clarisse. Excusez-moi, mais je voudrais dire Lispector. quand même que Hélène Cixous a écrit Vivre l'orange en 79 et que c'est ce texte, qui était un texte sur Clarisse Lispector, a été repris dans l'heure de Clarisse Lispector en 89. Mais en réalité, elle a commencé à écrire sur Clarisse Lispector en 79. Ben, je vous remercie nos trois intervenants pour cette belle rencontre. Dire, parce que Didier, vous avez dit, j'aurais aimé terminer sur une phrase d'Antoinette Fouque, qui d'ailleurs a dit qu'elle aurait pu appeler la maison d'édition des femmes Clarisse Lispector, tellement elle était en... On va appeler ça édition des femmes Antoinette Fouque, Clarisse Lispector. Voilà, c'est ça. Tant testé, voilà. Et elle dit quand même qu'elle a découvert en elle la première écrivaine qui a réussi à échapper à la fiction narcissique et matricide, par une écriture ne refoulant pas l'oral, une écriture de l'attente, de l'espérance et de l'angoisse, articulée à l'inconscient, même si, bon, parce qu'elle était psychanalyste aussi, Antoinette Fouque, que j'ai pu qualifier d'utérine, dit-elle. Son œuvre m'a aidé à théoriser cette possibilité de symboliser le matriciel. Clarisse ne cède pas à la séduction mystique,
au vertige du vide, à la chair asséchée, à la pureté du rien, à l'attente sans autre, à l'oubli qui saigne à blanc, au découragement mélancolique, au ravissement et à la volupté de la solitude, au réel de mort, à la frivolité des professeurs et des professionnels du texte, aux illuminations rhétoriciennes, aux affaîtries linguistiques. Courageusement, Clarisse dit oui aux eaux vives du vivant, de l'écriture première, oui à la vérité en mots, offerte et donnée par la grâce, l'affirmation, l'accueil, la découverte, la disponibilité, l'attention au monde. Elle donne le réel au vivant avec une telle vérité que le réel la suit. Merci beaucoup à tout le monde.